Donc, en théorie, une femme enceinte peut potentiellement faire n'importe quel trouble du rythme. Et donc, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les particularités de celle-ci. Donc, les extrasystoles, les tachyarrhythmies sont très très fréquentes, heureusement assez bénignes en général. Donc, par quel mécanisme elles apparaissent? Alors, d'une part, par une augmentation de la fréquence d'environ 25% en rythme sinusal et une augmentation du début cardiaque, notamment évidemment en fin de grossesse. Il y a une diminution des résistances périphériques, une augmentation de la concentration des catécholamines et une augmentation de la sensibilité des récepteurs adrénergiques qui vont accroître notamment les tachycardies supraventriculaires. Et enfin, il y a vraiment un effet mécanique sur le cœur, notamment sur les oreillettes, avec un stretch de la paroi des oreillettes et une augmentation du volume télédiastolique des différentes cavités cardiaques liées à l'augmentation du volume circulant. Donc, comme on fait de l'arythmo, on va voir quelques électros. Donc, ici, on voit un rythme à QRS a priori fin, légèrement irrégulier, et donc on va regarder un petit peu l'état des ondes P. On voit que ces ondes P, notamment on regarde surtout en D2, D3 et AVR, on va voir qu'elle est positive en D2, D3 et négative en AVR, et on se rend rapidement compte qu'il y a certaines ondes P qui sont tout à fait différentes, avec une onde P qui va se négativer en D2, D3 et un raccourcissement du PR. Et donc, classiquement, ici, on a des extrasystoles supraventriculaires tout à fait bénignes avec un phénomène de bigéminisme. Donc, c'est-à-dire, on a un rythme sinusal entrecoupé à chaque fois d'une extrasystole supraventriculaire. Et donc, ces extrasystoles sont accrues pendant la grossesse, mais restent la plupart du temps bénignes. Maintenant, peuvent être évidemment symptomatiques. Donc, un autre électro, toujours assez fréquent. On voit un rythme sinusal classique, donc on repère les ondes P qui sont bien positives en D2, D3, pas de souci. Et on voit apparaître un battement plus précoce, cette fois-ci sans ondes P préalable, on cherchait, on ne voit rien. Le QRS est élargi, et donc ici on est dans le cas d'une extrasystole ventriculaire. Elle a un aspect, ce qu'on appelle de bloc de branche gauche. On voit V4, V5, V6 qui sont plutôt largement positifs avec un axe inférieur. Donc un axe inférieur, on va regarder D2, D3 et AVF qui sont à chaque fois bien positifs également. Et donc ça, c'est typiquement une extrasystole ventriculaire de la chambre de chasse du ventricule droit, donc qui sont tout à fait bénignes, pas d'inquiétude. Donc on reprend un petit peu l'intro. Donc comme je vous disais, très fréquent au niveau des extrasystoles et de la tachycardie supraventriculaire, environ 20 à 44% des cas, enfin des patientes en tout cas symptomatiques. Et par contre, des TSV soutenus, on tombe directement à 2 à 3 pour 1000. Donc nettement moins fréquent et donc une nécessité de traitement qui est toute relative. Au niveau des traitements, donc on va les revoir un petit peu à chaque fois en fonction des arythmies, mais toujours garder à l'esprit qu'au premier trimestre, c'est potentiellement tératogène et donc il vaut mieux essayer d'éviter, si possible, tout traitement antiarythmique. Et au T3, on peut voir des effets pro-arythmogènes sur le fœtus ou des problèmes de développement fœtaux. Donc, toujours être très pragmatique dans le traitement des arythmies. Alors, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? D'une part, il faut évidemment voir quelle est l'arythmie qui cause les symptômes de la patiente, quel est le risque de celle-ci, évidemment pour la mère, mais ça je dirais que c'est plus classique pour n'importe quel patient en arythmie, et se poser toujours la question s'il va y avoir une répercussion ou non sur le fœtus. Et enfin, quel est le traitement donc, pour cette femme enceinte? Ça passe toujours évidemment par une anamnèse. Alors, la patiente va à chaque mois arriver en disant « j'ai eu des palpitations ». Qu'est-ce que ça veut dire des palpitations? Est-ce que c'est un épisode de tachycardie, régulier, irrégulier? Est-ce qu'il y a un départ brutal? Est-ce que c'est au contraire à l'effort? Donc vraiment essayer de préciser au maximum les choses. Il y a, je dirais, 3 éléments qui doivent attirer un petit peu l'attention. Donc d'une part, une éventuelle syncope.
outre évidemment les malaises d'origine vago, là où il y a des prodromes, etc. Des antécédents cardiaques. Donc, si la dame en question a déjà eu des chirurgies cardiaques, etc., il faut être d'autant plus prudent. Et enfin, si dans la famille, il y a eu des décès inopinés sans explication. Donc, le diagnostic il va se faire grâce à l'électro la plupart du temps, voire d'un Holter, donc d'un enregistrement de 24, 48 ou voire plus, pour essayer de détecter l'arythmie. Classiquement, un électro d'une femme enceinte, mais il y aura une fréquence qui va être accélérée, un raccourcissement de tout le cycle cardiaque. Donc, c'est-à-dire que le PR va diminuer, le QRS va diminuer, ainsi que le QT. Les morphologies sont globalement les mêmes, et en général, notamment à la fin de la grossesse, on va avoir un axe qui va être dévié à gauche. Pourquoi ? C'est purement mécanique. L'utérus va remonter un petit peu le diaphragme et le cœur, et donc l'axe sera légèrement dévié vers la gauche. Donc, aux urgences, qu'est-ce qu'il y a à faire dans un premier temps, mis à part l'électro et l'anamnèse qu'on a vu, exclure une hyperthyroïdie, qui est la source de pas mal d'arythmies, notamment supraventriculaires. Évidemment, les troubles ioniques, ça vous connaissez tous, notamment la kaliémie, une éventuelle embolie pulmonaire ou infection, mais là, ça rentre évidemment dans le cadre clinique. L'écho cardiaque va être utile, mais je dirais n'est pas une urgence. La plupart du temps, il faut traiter l'arythmie en premier, et puis on verra pour la suite avec l'écho cardiaque pour choisir quel antiarythmique on va utiliser. Donc, juste un petit aparté pour les pathologies congénitales ou structurelles. Là, il faut être beaucoup plus attentif. Environ 15% de ces femmes vont avoir besoin d'un antiarythmique. Et donc, pourquoi on va être plus agressif ? Car souvent, elles vont avoir une hémodynamique beaucoup plus instable, et donc il y a un gros risque d'hypoperfusion fœtale, notamment chez les patientes qui ont été opérées de tétralogie de Fallot, des choses comme ça, qui vont faire des flotteurs potentiellement dangereux. Après, le traitement, tout dépendra de l'arythmie. Je dirais juste de faire attention aux classes 1 et au sotalol quand elles arrivent en arythmie, parce qu'elles peuvent très bien être décompensées, et donc vraiment méfiance. Il vaut mieux essayer d'utiliser bêta-bloquant ou éventuellement la digoxine, mais avec parcimonie. Donc juste un petit rappel sur les différentes arythmies supraventriculaires et leurs mécanismes. Ça permet souvent de mieux comprendre les choses. Donc ici, on a un rythme sinusal. On a le nœud sinusal. Le message passe à travers les oreillettes, arrive dans le nœud AV, passe par le faisceau de His, la branche droite, les deux branches gauches. Et donc, on a une belle onde P positive en D2, un QRS fin derrière, pas de souci. Ici, on a un foyer qui est ectopique, donc qui sera plutôt dans l'extrasystole supraventriculaire ou les tachyartriales, où là, c'est surtout la morphologie, éventuellement le rythme, qui vont se modifier. Mais les voies, sinon, sont classiquement les mêmes par le nœud AV, le faisceau de His, etc. Le flotteur, donc un flotteur typique ici, normalement, est plutôt dans l'oreillette droite, au niveau de l'isthme cavo-tricuspidien, qui est en fait une forme de boucle et qui va tourner à une fréquence d'environ 300 par minute. Et donc, de nouveau, QRS toujours fin, souvent en tachycardie, et les ondes F là qu'on appelle de flotteur. On le reverra juste après sur un électro. Ici, on va commencer, ce sont les réentrées possibles. Donc, il y a la réentrée nodale. Donc, en fait, ici, il y a un court circuit, entre guillemets, une boucle qui se forme au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Et donc, ça va tourner à une certaine fréquence. Sur le CG, ça se traduit comment ? Par une onde P qui va plutôt être négative en D2, juste après le QRS, voire même fusionnée avec le QRS. Donc, elle n'est pas toujours visible, même parfois assez fréquemment. Les voies accessoires, donc une réentrée auriculo-ventriculaire, où là on voit qu'il y a une boucle qui se forme, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. On a la même morphologie que pour la réentrée nodale, mais l'onde P sera plus loin après le QRS et donc plus facile à voir. Et ici, une petite variante avec une voie, ce qu'on appelle lente, où le retour va se faire plus lentement, et donc l'onde P va être encore décalé et va se retrouver juste avant le QRS suivant. Et donc là, la difficulté sera de faire le diagnostic avec une éventuelle tachyartriale, sauf qu'effectivement, la morphologie n'est pas forcément la même.
Donc on continue avec les électros. Donc ici on regarde une fréquence un petit peu plus de 100, donc une tachycardie, toujours les QRS fins. On regarde notre D2, D3, les ondes P sont toujours positives, AVR une onde négative, ok. Une tachycardie sinusale, grosso modo, c'est un électro tout à fait banal pour une femme enceinte, notamment au 3e trimestre. Ici, c'est classiquement une petite dame de 28 ans qui arrive aux urgences, qui a des crises de palpitations. Évidemment, quand elle arrive, le temps de mettre l'électro, etc., il n'y a plus rien. Donc, on regarde les ondes P, on ne les voit pas très bien ici sur D2, D3, elles ont l'air plutôt positives, négatives en AVR. Bon, ok, ça a l'air plus ou moins sinusal. Par contre, il y a une petite chose que l'on voit, il y a un petit empattement là au début du QRS qui correspond donc à une onde delta et donc à un Wolff-Parkinson-White, ce qu'on décrit comme préexcitation. Donc si on regarde notre petit schéma, en fait le message va passer à la fois par les voies de conduction classiques et par le faisceau accessoire, et c'est ça qui provoque cette petite préexcitation au niveau du QRS. Autre cas fréquent, mais on a cette patiente qui arrive aux urgences, une fréquence à plus de 200, de nouveau des QRS fins. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme arythmie? Question nettement plus compliquée. Tachyatriale, peu probable, c'est en général plus lent. Une FA, une fibrillation auriculaire, c'est normalement irrégulier, mais bon, à cette fréquence, ce n'est pas toujours facile de déterminer. Donc, le plus probable, c'est une éventuelle réentrée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire chez cette dame? Première chose, les manœuvres de Valsalva, et notamment la manœuvre de Valsalva qu'on appelle modifiée. Donc, il y a eu quelques études qui montrent qu'environ 17% vont se résinusaliser sous Valsalva classique, et on monte jusqu'à 43% avec une manœuvre de Valsalva modifiée. Qu'est-ce que c'est? Mais donc, c'est un Valsalva, donc classiquement, il faut moins 15 secondes. L'idéal, c'est de souffler dans un manomètre jusqu'à 40 mm de mercure. Et au bout de ces 15 secondes, on couche brutalement le patient et on lui met les jambes en l'air. Maintenant, j'en conviens, chez une femme enceinte à 8 mois et demi de grossesse, il y en a peut-être qui ne vont pas apprécier. Si le Valsalva ne fonctionne pas, on essaie l'adénosine. On commence par 6 mg, une ampoule. On peut monter, il ne faut pas hésiter, jusqu'à 18 ou 24 mg, à injecter toujours en IVD le plus près possible du patient. Il y a une demi-vie très courte, donc ne pas l'injecter avec une longue tubulure, ça ne fonctionnera pas. Si on a le temps et que la patiente est hémodynamiquement stable, il faut éventuellement demander au gynéco ou à la sage-femme de venir monitorer le fœtus quand on le fait, et évidemment enregistrer un tracé, ça permettra le diagnostic après. Si l'adénosine ne fonctionne pas, on se rabat plutôt sur les bêta-bloquants et les guidelines conseillent en général le métoprolol IV. On arrive au choc si on n'arrive vraiment pas à la sinusaliser. Au niveau du traitement de fond, tout dépend si la patiente est symptomatique, si c'est fréquent, s'il y a une mauvaise tolérance hémodynamique. On favorise les bêta-bloquants en première intention. Les guidelines citent nouveau digoxine, mais il y a quand même un risque de toxicité fœtale, donc vraiment à utiliser le moins possible. En deuxième ligne, le sotalol, donc, qui est un classe 3 ou des classes 1C, comme le flécainide ou propafénone. Et donc le KT, ça reste pour une deuxième ligne. Donc chez cette dame, qu'est-ce qu'on va faire? Le Valsalva ne fonctionne pas, on va lui injecter son adénosine. Et on a ça qui apparaît au tracé. Là, il y a un petit silence dans le box de déchocage et il y a une petite goutte de sueur qui perle sur votre tempe. Heureusement, ça s'arrête, il y a un rythme sinusal qui revient. Et donc, ici, le plus probable, c'est que l'adénosine bloque partiellement le nœud AV. Il y a une voie accessoire, et donc c'est pour ça qu'il y a cette morphologie de QRS qui se modifie avec un élargissement un petit progressif des QRS, et on peut éventuellement apercevoir sur certains QRS une probable onde P juste derrière, enfin au niveau de l'onde P. Nouvelle arythmie, donc ici c'est pas sur un électrode mais sur un holter. On voit un rythme sinusal
et puis brutalement le rythme s'accélère, donc on n'est pas avec une tachycardie sinusale, mais bien avec une tachycardie auriculaire, atriale, on voit des ondes P qui se sont modifiées en morphologie, mais une fréquence qui s'est fortement accélérée. Pour la prise en charge de la tachycardie atriale, elle est souvent plus réfractaire que les réentrées. Donc on va d'abord, dans un premier temps, essayer de contrôler la fréquence. Donc essayer avec des bêta-bloquants en première indication, éventuellement dans un deuxième temps flécainide ou sotalol. L'amiodarone peut être toxique pour le fœtus, on le verra après, donc on utilise le moins possible. Et en général, on propose de ne pas choquer ces patientes-là, car ça récidive très fréquemment. Donc on essaye un maximum de la ralentir d'abord, et si on a besoin de la choquer, ce sera dans un deuxième temps. Donc, nouvel électro, nouvelle arythmie supraventriculaire, toujours des QRS fins. Ne regardez pas les petits traits de crayon. On voit que ici, c'est tout à fait irrégulier. On a beau chercher, il n'y a pas vraiment d'onde P. Il y a une petite trémulation de la ligne de base. C'est une fibrillation auriculaire. Deuxième exemple, ce qu'on appelle le flutter auriculaire. Donc, classiquement, les ondes F en toit d'usine. Donc, pour un flotteur typique, on voit une montée rapide et puis une descente lente, surtout donc de nouveau en D2, D3. Le rythme peut être plus ou moins régulier. Donc, ces deux arythmies sont relativement rares chez la femme enceinte. Souvent, elles sont préalables à la grossesse ou alors chez une patiente qui atteint d'une pathologie cardiaque antérieure ou éventuellement une hyperthyroïdie floride. La réponse ventriculaire donc, peut être très rapide et donc il y a un risque d'hypoperfusion fœtale. Et donc il faut être peut-être plus agressif que chez un patient lambda. Patient lambda, on a le temps de le remplir, de voir un petit peu comment les choses se tassent. Ici, il faut peut-être aller plus vite à la cardioversion pour rétablir une hémodynamique tout à fait correcte. Si la patiente est, elle, tout à fait stable, il faut mieux privilégier une cardioversion médicamenteuse, éventuellement par flécainide, après une échographie transœsophagienne si possible et une anticoagulation. Au niveau anticoagulation, les guidelines, elles, notifient une anticoagulation pendant au moins 4 semaines après une cardioversion, liée à ce qu'on appelle le stunning auriculaire. Donc après un choc, l'oreillette est difficile à se contracter pendant un certain temps. De pas 100% prouvé, mais les guidelines sont comme ça. On anticoagule 4 semaines après la cardioversion. Et on prolonge ou pas en fonction du Schatz-Devask score qui est bien connu. Évidemment, au niveau de l'âge, elles ont déjà des points qui sautent. Elles ont d'office un poids, ce sont des femmes, donc ne pas anticoaguler celles-là. À partir de 2 points, on doit envisager l'anticoagulation. L'anticoagulation se fait surtout par des HBPM au premier trimestre. Pourquoi? Parce que les AVK sont tératogènes. Après, on peut y aller avec les AVK, mais il faut repasser aux HBPM 6 semaines avant la date prévue du terme. Pourquoi? Tout simplement pour l'accouchement, pour éviter de se retrouver avec un INR à 3 ou 4 pendant l'accouchement. Les NOAC, aucune étude, il n'y aura probablement aucune étude, donc pour l'instant, on n'utilise pas. Donc pour le traitement au long cours, donc je vous dis, ce sont un peu toujours les mêmes qui reviennent, flécainide, sotalol, rate control par bêta-bloquant en première intention. On arrive à une arythmie qui fait toujours un petit peu plus peur, la tachycardie ventriculaire. Donc on voit cette fois-ci un rythme sinusal qui dégénère avec des QRS larges. Classiquement, on retrouve comme l'extrasystole du départ V5, V6 qui est positive, et un axe inférieur. Donc on est dans ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire idiopathique de la chambre de chasse du ventricule droit. Ce n'est pas dangereux en tant que tel comme arythmie, elle ne va pas dégénérer, elle ne va pas provoquer d'arrêt cardiaque. Maintenant, la fréquence peut effectivement jouer sur l'hémodynamique et notamment sur la perfusion fœtale. Et en général, ce sont des arythmies qui répondent très bien au verapamil ou au bêta-bloquant seul. Si vous avez une arythmie qui apparaît dans vraiment toute fin de grossesse, dans les 6 dernières semaines, voire juste en postpartum, attention, il doit être absolument référé rapidement en cardio. Ça peut être une cardiomyopathie du péripartum. Pour les TV instables, il ne faut pas hésiter à choquer électriquement.
Le sotalol, je pense qu'on n'a pas d'ailleurs IV en Belgique, n'est pas utilisé en première intention. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a aucune idée souvent de la fréquence, de la fonction de la patiente. L'amiodarone peut être utilisé pour resinusaliser la patiente, mais certainement pas être utilisé au long cours. Et donc, au niveau traitement au long cours, c'est surtout bêta-bloquant, sotalol, éventuellement D1C. Attention chez les patientes qui font des syncopes en postpartum immédiat et chez qui on trouve un long QT à l'électro. Elles ont un risque de mort subite augmenté, donc c'est là également à garder et hospitaliser en cardio. On passe sur l'autre versant, donc après les tachycardies, on va passer aux bradyarrhythmies. Elles sont relativement rares, heureusement. Maintenant, il y a certains troubles sinusaux qui peuvent devenir symptomatiques pendant la grossesse. Donc, ce sont des bradycardies sinusales déjà antérieures, mais au vu des besoins accrus pendant la grossesse, la patiente devient symptomatique. Maintenant, ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre une patiente qui devient plus essoufflée, qui a de l'intolérance à l'effort et une vraie bradycardie importante. Donc, un petit exemple, de nouveau, on a notre beau rythme sinusal, la fréquence est lente, tout le reste est tout à fait normal, donc une simple bradycardie sinusale. Deux particularités tout de même, donc au moment de l'accouchement, et avec des manœuvres de Valsalva répétées, elles peuvent bradycardiser. Donc à ce moment-là, il faut essayer de diminuer en tout cas l'intensité des Valsalva si possible. Et ça peut être également lié à la position. Donc si la patiente est en décubitus dorsale, il va y avoir une compression de sa veine cave inférieure, ça va diminuer le retour veineux et il va y avoir un ralentissement paradoxal du nœud sinusal. À ce moment-là, il suffit de tilter un petit peu la patiente, de la mettre un petit peu sur le côté et en général, la fréquence cardiaque récupère tout à fait. Ça peut nécessiter un pacing temporaire. Dans ce cas-là, il faut aller vite, il faut éviter les rayons, même si on est au 3e trimestre, donc ce n'est pas très grave. Mais si possible, utiliser des paceports ou des petites sondes souples en passant en jugulaire ou en sous-clavier, sans nécessité de scopie. Au niveau donc de cet électro-là, on voit toujours notre rythme sinusal. Maintenant, on voit cet espace PR qui doit être limité à 200 millisecondes, qui s'allonge énormément. On arrive à presque 400 millisecondes. Donc, on est dans le cadre d'un BAV du premier degré. Ici, deux exemples de BAV du deuxième degré. Donc, on fait une distinction entre les BAV2 Mobitz 1, qu'on appelle souvent Wenckebach, avec un PR qui s'allonge quelque peu, puis qui bloque, qui se raccourcit, qui se rallonge et qui bloque. Et le BAV2 Mobitz 2, où dans ce cas-ci, c'est un entraînement 2 pour 1, donc on voit à chaque fois une onde P ici, une onde P ici, une qui conduit, une qui ne conduit pas, ou une onde P qui ne sera pas conduite sans allongement préalable du PR. Dernier exemple, qualité un peu moyenne, mais on voit qu'il y a vraiment une dissociation des ondes P avec le QRS. Il y en a même une ici qui arrive vraiment dans le QRS, et donc ici on est ce qu'on appelle en BAV3. Heureusement, les BAV de haut degré sont relativement rares chez les femmes enceintes, environ 1 pour 20 000. Les BAV du premier degré peuvent apparaître durant la grossesse, mais en général supra-haïtien, il n'y a de toute façon rien de spécial à faire. Les BAV2 sont souvent liés à des anomalies structurelles ou à un traitement ralentisseur. Petite particularité pour les Mobitz 2, ils sont souvent associés à des tétralogies de Fallot ou des CIV corrigés, donc avec probablement des lieux de fibrose au niveau des voies de conduction, et donc lié à ce stretching, à cet étirement des cavités cardiaques, on va provoquer le bloc. Quoi qu'il en soit, chez un patient classique, un BAV2 Mobitz 2 est une indication de pacemaker. Chez les femmes enceintes, on essaye de temporiser et ce n'est pas forcément une indication de pacemaker, en tout cas définitif. Pour les BAV3, c'est de nouveau la même chose. Donc, quand le QRS est fin, donc c'est supra-haïtien, le bloc est au-dessus du faisceau de His, on n'implante généralement pas de pacemaker. Il y a vraiment uniquement les BAV3 avec des QRS larges, donc ça veut dire que c'est un échappement ventriculaire où les patientes sont à 30-35 de fréquence, où là on devra se diriger éventuellement par un pacing définitif. 5 minutes.
En conclusion, donc je vous ai remis juste ce petit tableau, on ne va pas le revoir en entier, mais qui est intéressant, sont tous les traitements anti-arythmiques avec leur utilité, leur safety dans la grossesse et éventuellement l'allaitement. Juste pour revoir les plus utilisés, l'adénosine qu'on a vu tout à l'heure, aucun problème, demi-vie assez courte. Il y a juste une réduction d'une déaminase chez la femme enceinte, et donc la demi-vie sera tout petit peu rallongée chez la femme enceinte, mais enfin ça ne contre-indique absolument pas son utilisation. L'amiodarone, on va vraiment l'utiliser en dernier recours pour des cas d'urgence pour resinusaliser les patients, certainement pas au long cours. Le digoxine, je vous ai un peu dit ce que j'en pensais. On peut l'utiliser, mais enfin, il y a un risque de toxicité fétale et de fausse couche. Donc, étant donné la marge étroite, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Les bêta-bloquants, la plupart ne posent aucun problème, si ce n'est l'athénolol, notamment au premier trimestre avec un retard de croissance. Pour les autres, le métoprolol est un bon choix, le bisoprolol également. Je pense qu'on peut les utiliser de manière toujours pragmatique, la dose minimum utile. Au niveau anticalcique, on va favoriser plutôt le verapamil par rapport au diltiazem. Flécainide, certains cas auraient montré une légère augmentation des arythmies fœtales, mais rien de prouvé formellement, donc on peut également l'utiliser. Le sotalol est quant à lui assez safe, avec les mêmes contre-indication des bêta-bloquants, c'est-à-dire en toute fin de grossesse, essayer de lever le pied. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des bradycardies fœtales ou des hypopnées. Donc, en conclusion, les arythmies sont fréquentes chez les femmes enceintes. Heureusement, ce sont des arythmies bénignes. Les arythmies malignes qui nécessitent un traitement absolu sont nettement plus rares. Une particularité sont chez les femmes ayant des antécédents cardiaques, notamment chirurgicaux. Là, il faut être beaucoup plus prudent. Elles peuvent se déstabiliser franchement plus rapidement. Donc, il faut être particulièrement attentif sur ces patientes-là. Je vous dis notamment lié à l'hyperperfusion fœtale. Et enfin, dans la mesure du possible, on évite les traitements médicamenteux pendant le premier trimestre. Maintenant, quand on doit, on doit. Voilà, merci.